Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21h. Donc ce soir, on va accueillir quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui, en bien, ce qui nous change souvent, mais dans les médias, je dirais, plus traditionnels. Donc ce soir, on va accueillir Lassana Bathily. Bonsoir. Bonsoir. Alors Lassana, merci d'avoir accepté de venir nous parler un peu de ce qui est un peu plus personnel, de toi, de ton parcours, ton histoire. Alors dis-nous, qui est Lassana Bathily? T'es né où? T'as grandi où? Raconte-nous un peu cette histoire de Lassana. Oui, je m'appelle Lassana Bathily, je suis né à Bamako, au Mali. J'ai grandi au village Samadramane, région des Cailles. Voilà, j'ai grandi avec ma mère. Mon père, il est en France depuis 1967. Il a fait toute sa vie presque en France, jusqu'à la retraite. Voilà, moi, j'étais au Mali. Mon père, il m'avait mis à l'école coranique. Bon, j'ai commencé par l'école coranique. Bon, c'est quelqu'un, au début, je n'aimais pas aller à l'école. J'avais abandonné. Après, il m'avait inscrit aussi à l'école de français. Je n'ai pas pu continuer. Finalement, il a décidé de me faire venir en France pour que je sois à côté de lui, pour que je puisse suivre les cours et choisir un métier que j'aimais faire plus tard pour avoir une vie meilleure. Alors, tu es venu en quelle année? Tu avais quel âge quand tu es venu pour la première fois en France, Lassana? Je suis arrivé, j'avais 15 ans et demi. 15 ans et demi? Oui. Ah oui, donc tu es trop tard pour faire des papiers, parce que c'est avant 13 ans qu'on scolarise et qu'on peut après demander les papiers, c'est ça? Ouais, mais quand je suis arrivé sans papier, j'avais fait une démarche parce que quand je suis arrivé d'abord, comme je ne connais pas la situation ici, comment ça fonctionne, comme moi j'étais au foyer avec mes cousins. À ce temps, mon père il était au Mali. Bon, j'avais commencé des démarches, mais je ne pouvais pas faire autrement parce que je ne connais pas, même mes cousins qui sont devant moi aussi, ils ne savent pas où on peut commencer les démarches. les démarches. Bon, finalement, je suis parti à la mairie à cette époque, j'étais dans le 17e. Je suis parti à la mairie pour que je puisse suivre les cours de français. Bon, quand j'ai commencé les cours de français, ils m'ont envoyé une classe d'accueil, langue étrangère. Voilà, j'ai fait un an là-bas. Après, finalement, je suis parti au lycée. En ce temps, il y avait des associations qui existaient avant, qui s'appellent RESF, les Réseaux Éducation Sans Frontières. Oui. Voilà, et c'est eux qui m'ont aidé pour obtenir mon titre de séjour. Alors, tu as eu ton titre de séjour, et donc tu as commencé, donc tu as fait des études, donc tu es un peu ici, tu as essayé de reprendre des études. Tu as travaillé dans quoi? Tu as fait des études de quoi alors du coup? Ouais, j'ai fait des études, j'étais lycée professionnel. J'ai passé mon CAP Carreleur Mosaïque. J'ai fait 2 ans de carrelage mosaïque. Après mon CAP, j'ai fait peinture dans le bâtiment. Bon, après mes peintures, j'ai continué, je voulais faire plomberie, bac pro, plomberie. Bon, finalement, je n'ai pas pu continuer le bac pro parce qu'à ce temps, il y avait toujours mes dossiers en cours. Je n'avais pas eu mon titre de séjour. Finalement, je n'ai pas pu continuer avec le financement aussi. La personne qui me finance l'argent, la personne il était partie au Mali. Finalement, j'ai continué, j'ai arrêté carrément l'école. J'attendais mes papiers, quoi. Parce que toi, que tu n'avais pas de papiers, il n'y avait pas de financement de l'école, tu devais payer de ta poche, quoi. Les gens devaient payer pour toi, quoi. Moi, depuis que je suis arrivé, il y a quelqu'un qui m'avait pris en charge, qui payait mes titres de transport, qui me donne l'argent des postes. Depuis mon arrivée, peut-être il y avait l'association qui existait avant, qui est Solidarité Titres de transport. Moi, je n'ai jamais bénéficié de ça parce que je ne connaissais pas au début. Ouais, Voilà, pas les rouages du système français, quoi. Je ne connais pas du tout le système français. Bon, c'est mon cousin qui me payait tout ça. Bon, à 7 ans, quand je suis arrivé au lycée professionnel, la fin du début de mon bac pro, c'est à cette période qu'il est parti en vacances au Mali. Bon, il n'y avait personne qui puisse me financer, payer mes transports. Finalement, j'ai arrêté. Tu as arrêté. Et donc après, tu as commencé à travailler? Bon, j'ai commencé à travailler, petit boulot, nettoyage, plonge, jusqu'à obtenir mon titre de séjour. Alors, ton témoignage, la scène est important. C'est comment, là, c'est dur. Explique aux gens la vie de quelqu'un qui n'a pas de papier. Comment ça se passe? On est exploité, on nous donne des petits boulots mal payés. Ça se passe comment, la scène? Bon, si tu n'as pas le papier, c'est comme quelqu'un qui n'existe pas. Voilà, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Des fois, il te fait travailler. Souvent, ton patron il refuse de te payer ou il t'exploite sans rien. Moi, quand j'étais à l'école, exemple, il y avait un patron qui m'avait promis qu'il peut me faire une promesse d'embauche.
promesse d'embauche. Pour avoir les papiers, oui. Voilà, pour avoir les papiers. À cette période, j'étais à l'école. C'est mon professeur qui m'avait envoyé lui pour que je puisse passer Stage pratique. Non, j'avais commencé le stage d'abord. Quand j'ai commencé le stage, il m'a vu comment j'ai travaillé avec lui. J'étais quelqu'un de sérieux, je suis toujours présent au travail. Bon, les temps des vacances, il m'avait promis qu'on va travailler ensemble. On a travaillé ensemble pendant 2 mois, pendant les vacances. Pendant 2 mois, il m'a payé quoi? 300 euros. 300 euros pour 2 mois? 2 mois, 300 euros. Ben, je ne peux pas me plaindre parce que je n'ai pas le papier. Je sais que je n'ai pas le papier. Si je me plaigne aussi, j'ai peur que ça va aller loin parce que déjà, je n'ai pas le droit de travailler noir. Bon, je mettais quoi. Mais est-ce que tu sais que c'est lui qui n'a pas le droit de te faire travailler? Parce que souvent on dit on n'a pas le droit de travailler, c'est les patrons qui n'ont pas le droit de faire travailler les gens noirs, sauf à faire, parce que c'est même si le terme n'est pas beau, parce que tu disais, à faire du travail qui n'est pas payé, qui n'est pas déclaré, voilà. C'est ça, c'est lui qui n'a pas le droit. Ouais, c'est lui qui n'a pas le droit, mais nous, on n'a pas le courage de dénoncer ça. Parce qu'on disait, si on dénonce, ça peut retourner contre nous. Bon, du coup, on a ces peurs-là, qu'on n'arrive pas à sortir de ce problème-là. Bon, moi, la personne qui m'avait envoyé, c'est lui. Je lui dis que j'ai ces problèmes avec lui. Bon, finalement, j'ai arrêté, quoi. Il n'a pas pu faire mes démarches. Bon, je vois qu'il profite sur moi. J'ai arrêté de travailler avec lui. Oui, parce que c'est vraiment une aubaine. 300 euros de mois, c'est même pas C'était période des vacances en plus. C'était période des vacances. Tout le monde est parti en vacances. Du coup, moi, je ne pouvais pas aller en vacances. Comme je n'avais pas de papier, je suis obligé de travailler. Mais je suis resté avec lui. Mais ça a été mal tourné avec lui aussi. Et donc, tu as connu beaucoup de petits travaux comme ça avec des gens qui voulaient mal te payer, qui ne te respectaient pas. Bon, j'ai pas beaucoup travaillé. Les 2 travaux que j'ai fait, l'autre c'est le nettoyage. C'était un remplacement. Il y a quelqu'un qui était parti en vacances, ils m'ont mis à sa place, le temps qu'il arrive. Du coup, j'ai travaillé et ils m'ont payé normalement, quoi. Ah, donc c'est ça le truc. Voilà. Et donc, comment tu es arrivé, parce que c'est le parcours intéressant, parce qu'on va voir aussi ce que tu as fait derrière, parce que tu t'es pas arrêté là, après tu t'es bien habilité. Comment tu es arrivé à l'hypercachère, qui n'est pas loin d'ici, comment tu es arrivé là-bas? Voilà, bon, avant d'arriver à l'hypercachère, j'ai travaillé en restauration. Je faisais commis cuisine, plonge. J'ai travaillé là-bas d'abord. J'ai fait 5 mois vendeur. En même temps, j'ai vendu des glaces aussi. J'ai fait 5 mois. À ce temps, mes dossiers étaient en cours de régularisation. De la régularisation. Voilà, parce que j'ai eu les QTF 2 fois. Mais comment ça s'appelle, la préfecture. Ouais. Bon, je suis passé par le tribunal. Quand je suis passé par le tribunal, c'est le tribunal que je suis gagné là-bas. Voilà, qui a dit que tu as le droit d'avoir des papiers. Il dit que j'ai le droit de travailler des papiers. Bon, 6 mois après, j'étais régularisé. Bon, quand j'ai fini de travailler quand mon contrat était fini en restauration, je suis parti voir ma famille en Afrique. Quand je suis retourné, c'était en 2012, que j'avais un ami qui travaille à l'hypercachère. J'avais demandé s'il allait travailler à l'hypercachère. Il m'a dit qu'à ces périodes assez calmes, vers le mois de mars, il y a des Pessars. Ils ont des grandes fêtes. Les fêtes juives, oui. Voilà. Et ils recrutent. C'est les Pâques juives, quoi, en fait. Aussi. Voilà, c'est les Pâques juives. Il m'a dit, je peux déposer mon CV là-bas. Bon, quand j'ai déposé mon CV, ils me disaient qu'ils ont des nouveaux magasins qui vont s'ouvrir Porte de la Villette. Voilà, et moi, ils m'ont recruté Porte de la Villette. J'ai commencé Porte de la Villette. En ces temps, ils m'ont juste essayé pendant quelques semaines, quoi, pour que, comme j'ai jamais fait les ventes, ben oui. Voilà, ils m'ont testé. Au bout de quelques semaines, ils m'ont proposé un CDI. Voilà. J'avais une directrice qui était là-bas, c'est une Algérienne aussi, qui m'a beaucoup adoré. Ils ont muté au magasin Porte de Vincennes. Voilà, c'est elle qui m'a ramené avec elle à Porte de Vincennes. Moi, c'est arrivé à Porte de Vincennes comme ça. Sinon, à la base, ils m'ont recruté pour Porte de la Villette. Alors, tu es arrivé à Porte de Vincennes. Tu es arrivé quand, alors, du coup, à Porte de Vincennes? Je suis arrivé à Porte de Vincennes en 2013. Voilà, j'ai travaillé pour des Vincennes jusqu'en 2015, jusqu'à le jour des 70 ans. Alors, donc, mais qui c'est qui travaille avec toi? Donc, il y avait beaucoup de gens, en fait, dans les magasins cachers ou pas cachers ou l'hypercachère. C'est des gens de toute origine qui travaillent, c'est ça? J'ai tous les jeunes personnes. J'ai toutes les personnes. J'ai des juifs, j'ai des musulmans. J'ai même des chrétiens aussi qui travaillent. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils disent l'hypercachère, ils croient qu'il n'y a que les juifs qui travaillent. Mais quand tu regardes la majorité de notre magasin, l'hypercachère, la majorité, c'est les musulmans qui tiennent les magasins. Parce qu'on a presque, à l'époque, il y avait presque 10 magasins.
On a presque 8 magasins qui tiennent par les musulmans. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ça. Oui. Voilà, c'est un magasin que tous les musulmans ils ont le droit d'acheter là-bas. C'est comme un. Oui, on a le droit de On a le droit de manger, quoi. Eux n'ont pas le droit de manger halal, mais les gens qui mangent halal peuvent manger kasher. Non, on a le droit de manger kasher. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ouvert, le magasin qui est ouvert à tout le monde, quoi. C'est comme Carrefour, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas ouvert que les juifs, quoi. Alors donc tu es arrivé dans ce magasin et raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui t'a, parce que tu as été courageux, comment s'est passé, comment les gens sont arrivés, parce que tu l'as raconté 50 000 fois, mais pour que les gens comprennent un peu comment tout s'est passé après, tout s'enchaîne. Moi déjà quand je suis arrivé au magasin avec mes collègues, on était comme la famille, quoi. On était comme la famille, on rigole ensemble, souvent il rigole avec moi, avec mon accent français et mon accent africain. Oui. Il me charrie avec ça. On était vraiment soudés. Je faisais mes prières au magasin. Les jours, la prière, je prenais mes pauses, les heures de prière. Bon, j'avais mon tapis là-bas, il n'y avait pas de problème. Et aussi souvent, ils font leur prière là-bas. Il y avait ce respect entre nous. Bon, ils m'adorent. Tout ça s'est passé bien jusqu'à les jours des attentats. Bon, comme vous savez, les magasins d'Hypercacher, on avait 2 équipes qui travaillaient dans les magasins. Wow. On a une équipe le matin et une équipe l'après-midi. Mais les jours de vendredi, toute l'équipe travaille en même temps. Parce que comme les magasins ferment à 14h, c'est le jour de sabbat. Voilà, sabbat, on ferme tôt pour que les gens puissent préparer sabbat avant. Vous fermez de vendredi à samedi, c'est ça? En fait, le dimanche, vous fermez le vendredi de 14h jusqu'à samedi, jusqu'à la tombée de la nuit samedi, quoi. Voilà, l'ouverture, c'est jusqu'à dimanche. Voilà, on était comme ça. Bon, moi, j'avais déjà demandé à mon patron, chaque vendredi, s'il peut me livrer vers 13h plutôt, pour que je puisse aller à la mosquée. Il m'a accordé ça. Moi, chaque vendredi à 13h, j'ai fini. Jusqu'à les jours des attentats. Les jours des attentats, on avait reçu les surgelés, parce qu'on avait fait les commandes des surgelés. Quand c'est arrivé, on avait mis dans la réunion avec mon collègue qui est décédé les jours des attentats. Bon, le reste des commandes, on a fini vers 13h moins. 13h moins, il me disait que comme moi j'ai fini à 13h, les restes des commandes, si je peux stocker dans les réserves. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Bon, les restes des palettes, moi je suis descendu en bas, j'ai en train d'installer ça en bas. Quelques minutes, je suis descendu, je crois même pas 10 minutes, j'entends un coup de feu. Quand j'entends un coup de feu, je ne pensais pas que ça se passait vraiment dans les magasins. Moi, je crois que c'est un pneu qui a explosé ou un accident. Parce que les magasins, comme il est situé vers la périphérique. Oui, la porte de Vincennes, on connaît juste en face de... C'est plus Vauchon, c'est comment le traiteur, là. Oui, en face du ruisseau, tout ça, voilà. La station-service. Voilà, la station-service. Les gens, ouais. Voilà, exactement. C'est le nôtre. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est ça. Bon, quand ça a pété, je me suis arrêté, ça a répété encore plusieurs reprises. Bon, c'est à ce moment que je voyais tous les clients commencer à descendre. Ils disaient que les touristes sont rentrés dans le magasin. Quand ils sont descendus une foule. Mais moi, j'avais eu peur pour eux, comment ils sont descendus, parce que c'est un escalier colonisation qui donne le magasin, il n'y a qu'une personne qui peut descendre. Mais avec la peur, ils ont tous bousculé pour qu'ils puissent descendre vite. La panique, oui. La panique, quoi. Bon, quand j'ai vu qu'ils sont paniqués, j'ai appelé tout le monde. À ce temps, la porte des congélateurs s'était ouverte. J'ai appelé tout le monde de rentrer avec moi. On est rentré, il y a certaines personnes qui sont rentrées sans mon frère. Il y a des personnes qui sont rentrées aux toilettes. On a fermé la porte. Moi, j'ai tenu la porte à l'intérieur. Ouais. Bon, quelques minutes, 10 minutes après, j'entends l'escalier, parce que c'est un escalier en fer. J'entends un bruit des pieds, quelqu'un qui descend. Après, j'ai ouvert la porte discrètement pour savoir c'est qui cette personne. Quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était la caissière des magasins, ma collègue. Je lui ai demandé, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un acte terrorisme ou c'est ou c'est une braquage? Parce qu'elle est descendue pour demander la clé du magasin, pour qu'elle puisse fermer toutes les portes. Moi, je disais que je n'ai pas les clés. Bon, à ce temps, il y avait mon directeur adjoint aussi qui était descendu, mais lui, il était cassé derrière les palettes. J'ai vu cassé, après je l'ai appelé, il m'a donné la clé, on a donné, elle est montée. Après, les terroristes, il a su quand même qu'il y avait des gens qui sont cassés en bas. Il a envoyé encore une deuxième fois de venir nous appeler. Si on ne monte pas là-haut, il va faire des carnages. Il dit tout le monde, après il descendra en bas. Bon, c'est là qu'il y avait eu beaucoup de panique. Il me disait qu'est-ce qu'on devait faire, c'est quoi la solution ancienne. Bon, avant ça, moi j'avais appelé mon parent parce que j'étais parrainé
en France. Par hasard, quelqu'un qui m'a aidé pour avoir mes papiers. Papier, oui. Voilà. Lui, j'ai appelé pour dire qu'il y a une prise d'otage dans notre magasin. Il m'a dit c'est où l'adresse. J'ai donné l'adresse. Bon, juste quelques mètres de celui là où il habite, il y a des écoles juives. Il est parti en courant. En ce temps, il y avait le policier qui gardait. Il a dit qu'il y a une prise d'otage à l'hypercasseur. Bon, quelques minutes, les policiers ils sont arrivés. La police est arrivée sur place, oui. Ouais, parce qu'à ce temps, tout le monde attendait que ça, quoi, parce que ils ont attaqué Charlie Hebdo, ils n'étaient pas arrêtés, ils ont tué une policière à Montrouge, ils étaient en fuite, ils ne sont pas pu arrêter jusqu'à les jours de l'hypercasseur. L'hypercasseur, oui. Voilà, moi j'étais en bas avec les otages, voilà, les otages. On était tous otages avec les clients. J'ai proposé de prendre mon charge pour sortir Sport Secours qui est à peu près 1,50 m de mon charge. Ils ont dit que ce n'est pas une très bonne idée parce que mon charge, en montant, il fait du bruit, il peut venir nous attendre à la sortie, ça va mal tourner. Du coup, ils n'ont pas voulu. Bon, moi, je dis que j'ai que ça comme proposition. Sinon, vous pouvez rester aussi sans vos congélateurs. Je coupe les moteurs et la lumière, vous mettez votre téléphone en mode avion ou vous les éteignez. Ils ont dit ok. Bon, ils sont rentrés dans les chambres congélateurs. Moi, je l'ai fermé la porte. J'ai coupé les moteurs pour ne pas voir froid dedans. Bon, en ce temps, le montage, il était là-haut, j'ai appuyé. Quand il est descendu, j'ai regardé, je ne vois personne, je suis monté. Quand je suis monté, c'est parce que montage, on a une porte qui donne vers les magasins. Bon, quand je suis sorti, j'ai regardé discrètement s'il ne me voit pas sortir. Voilà, j'ai regardé, il ne me voyait pas. Après, je me suis foncé vers la porte des secours. Quand je suis sorti, j'ai refermé derrière moi. Bon, moi, mon idée, c'est de prendre les périphériques parce que souvent, il y a un escalier qui descend vers les périphériques. Il y a des stations d'essence. Oui, la station, souvent, ma directrice, elle m'envoie souvent dans cette cigarette là-bas. Bon, moi, mon idée, c'est de descendre là-bas. Au cas où, s'il me poursuit derrière, même s'il me tire, ça trouve que je suis déjà cassé, quoi. Bon, avant d'arriver là-bas, les policiers ils m'appellent par le haut-parleur. Arrêtez-vous, mettez-moi à l'air, cause-toi. Bon, j'étais en pleine panique. Bon, finalement, j'ai montré mes mains pour dire que j'avais rien. Bon, ils m'ont appelé. J'étais presque une vingtaine de mètres des policiers. Ils m'ont dit de coucher, je me suis couché. J'ai marché finalement avec les mains. Quand je suis arrivé, ils m'ont fait, ils n'ont rien trouvé. Ils commencent à me poser la question, vous êtes combien? Moi, j'ai dit le nombre des clients qui sont dans les magasins. J'ai dit qu'on est une vingtaine de personnes. Ils ont dit 20 terroristes. C'est là que je suis qu'ils m'ont confondu, en fait. Oui, ils t'ont pris pour un terroriste. Ouais. Voilà, je disais que non, moi, je ne suis pas un terroriste, je suis un employeur de hypercasseur. Bon, ils ne m'ont pas pris ça au sérieux. Bon, ils m'ont mélotté. Ils m'ont ramené dans une voiture. Ils me posent la question. Je réponds toujours la même chose. Finalement, j'avais marre, quoi. J'avais marre de poser la question. J'ai dit que je ne suis pas un terroriste. Bon, quand notre dépôt, ils ont entendu que les magasins étaient attaqués, il y a certaines personnes aussi qui sont venues sur le lieu pour donner des informations. Bon, quand j'étais dans la voiture, je voyais tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Bon, quand je voyais mes collègues, il y avait les policiers qui étaient avec moi qui me gardaient. Je disais, vous voyez ces personnes-là, si vous ne me croyez pas, appelez-les, venir me voir. Quand je suis arrivé, ils ont dit, ouais, c'est un employé de l'hypercasseur. C'est à cette période, j'ai commencé à collaborer avec la police. Ils m'ont donné une grande papier. Ils m'ont dit que je connais bien les magasins de Douai, je connais bien les magasins. C'est là que je commence à tracer les plans de magasins. En ce temps, il y avait mon directeur aussi qui avait pris la balle aux épaules. Ah oui, il y avait un blessé, oui. Voilà, lui, il est sorti avec les clés. Et les policiers, ils ont récupéré les clés, mais ils ne savaient pas quelle clé qui devait ouvrir les magasins. Moi, ils m'ont montré, j'ai donné les détails des clés. Je disais, ces clés, ça c'est pour les vitrines, ça c'est pour les volets. Bon, en ce temps, ils ont eu encore un otage qui était dans le magasin. Ils ont des relations, ils sont en train d'envoyer les messages entre la police. Qu'ils ont des contacts, quoi. Bon, finalement, les policiers ils ont demandé où ils sont dans les magasins. Est-ce qu'ils sont regroupés ou ils sont dispatchés? Elle a dit qu'ils sont en groupe dans un magasin entre les deux rayons. Bon, entre les deux rayons, moi sur l'extérieur, je connais mon plan. Ils m'ont dit les deux rayons, ça se trouve où sur mon plan? J'ai dit ouais, ça se trouve là. Bon, on a préparé l'assaut. Bon, quand ils ont lancé l'assaut, ils ont libéré tous les otages. Moi, j'étais toujours avec la police. Avec la police, jusqu'à libérer tous les otages. Ça, c'est là qu'il y avait des ministres de l'Intérieur, la maire de Paris et tout le monde m'a vu collaborer avec la police.
Bon, jusqu'à libérer, quand ils ont libéré, que moi aussi ils m'ont pris en charge, ils nous ont ramenés à l'hôpital. Ah oui, mais au début, est-ce que tu as eu peur quand ça s'est passé? Tu as quand même dû avoir peur. Si, C'est impressionnant, non? ouais, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Déjà, de prendre mon charge, pour moi, c'est quelque chose qui est fort parce que j'ai pris mon charge, mais je ne sais pas si je vais tomber L'année avec eux. en face de moi, je ne peux plus faire demi-tour. Bon, c'est ça, j'avais ces peurs-là. Mais après, encore, moi, je crois que ma vie elle était en danger dans les magasins, mais ma vie elle était plus en danger à l'extérieur des magasins qu'à l'intérieur. Parce que les policiers aussi m'ont pris Pour un terroriste. pour un terroriste. Si Ils auraient pu tirer dessus. si j'avais fait un faux pas là-bas, c'est sûr qu'ils vont me tirer dessus. Mais heureusement, Mais j'ai montré mes mains pour dire que j'avais rien. En fait, même la police, les gens, cette société a beaucoup de préjugés sur la couleur de peau, non? C'est ça? Ouais, ils ont fait ça, mais comme ils ont regardé la vidéo des terroristes, ils ont vu que c'était un noir qui est rentré et un noir qui est sorti. Mais ils ne savent pas, ils ne peuvent pas connaître la différence de la personne. Comme ils n'ont pas encore ils ont pas encore vu Beaucoup de des... différence, c'est pas par la couleur de peau que tous les blancs ne se ressemblent pas. Tous les noirs non Oui, plus, non? comme ils ont pas eu des informations qu'il y avait un noir aussi qui travaillait dans les magasins. Bon, quand ils m'ont arrêté la fin de l'assaut, ils ont venu m'excuser pour dire que ce qu'ils ont fait, voilà. C'est vrai qu'ils m'ont fait mal les poignets avec les mélottes. Ben oui, ça fait mal. Bon, et donc après, toi, ça s'est enchaîné. Tu es devenu, enfin, t'es devenu star. Tout le monde voulait t'avoir, voulait te voir, voulait te parler, parce que tu avais effectivement été toi-même, parce que c'est ta nature, je pense, de vouloir aider les autres. Puisqu'après, on va y venir, tu le fais encore aujourd'hui dans plein d'autres associations. Et donc, du coup, ils sont tous venus te voir en disant bravo, félicitations. ouais, c'est ça que tout le monde parle de moi, tout le héros des Pères Casseurs. Il a sauvé des juifs. Bon, moi, franchement, je ne me vois pas après les attentats, je vois ma tête dans les réseaux, dans les trucs, je me disais qu'est-ce qui se passe. Même moi, ça m'a dépassé, je me disais qu'est-ce qu'il y a. Pour aider une personne ou pour aider les gens, hein, tu vas devenir. Non, pour moi, je ne suis pas un héros, je suis juste un citoyen, un bon citoyen qui a réfléchi un bon moment, voilà. Moi, Le Lassana d'avant, le Lassana de pendant et le Lassana d'après, c'est toujours le même Lassana, c'est ça que tu es en train de dire? C'est pareil, c'est tous les mêmes personnes. C'est pas ça qui va me changer, je resterai tous la même chose. Qui c'est qui t'a donné ces valeurs, Lassana, justement, parce qu'on va y venir dans ton militantisme, d'être bienveillant comme ça avec les autres? Parce que moi, je te connais, je te fréquente, tu es toujours bienveillant, tu as plein d'humilité, tu aimes bien aider les gens, tu es toujours présent dans toutes les actions qu'on fait pour les solidarités. Dès qu'on t'appelle, tu te déplaces. Tu tiens ça de qui? Qui t'a enseigné tout ça? En tout cas, c'est l'éducation. L'éducation que tu as eue avec les croyants aussi. Quand tu es vraiment croyant, tout ce qui t'arrive, tu disais c'est la volonté de Dieu. Voilà, c'est volonté de Dieu. C'est comme ça. Tout ce qui arrive, que ce soit le mal et bon, c'est Dieu qui a fait. C'est pas moi qui a choisi ça. C'est mon destin, quoi. C'est le destin. Tout ça, c'est le destin. Ça parle aussi de l'éducation. L'éducation, parce que moi, la maison que j'ai grandi, c'est ma mère. Pour savoir ce qui est vraiment ma mère, il faut faire quelques mois ou quelques semaines pour savoir ce qui est ma vraie mère. Parce que tout le monde me causait comme son enfant. Quand j'ai fait des bêtises, c'est tout le monde qui m'engueule. Ou si, même si j'ai fait des bêtises, si ma mère elle est pas là, je vais être corrigé par une autre personne. Du coup, moi, j'étais grandi dans une grande famille. Voilà. Nous, c'est comme ça, quoi. Quand tu vois un enfant qui fait des bêtises, que ce soit à l'extérieur des maisons, si un adulte qui te voit, tu vas courir. Parce que si tu ne cours pas, tu sais bien que ce qui va t'arriver. Voilà, nous, on a grandi comme ça. On a grandi par presque tous les gens du village. Le respect, c'est-à-dire que l'adulte éduquait tout le monde, quoi. Il n'y avait pas voilà. ses enfants, pas les enfants. L'éducation, c'était pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde. Quand tu vois un enfant qui fait des bêtises, tu ne laisses pas. Tu ne vas pas dire que ce n'est pas mon fils ou que ce soit. Non. Tu l'engueules, tu dis que pourquoi tu fais ça. Et peut-être tu viens de cette grande famille, quand les gens te voient ça, c'est pas bon. Et tu vois, avec les paroles aussi, ça te fait réfléchir. Ouais, c'est ça qui t'a bien. Et toi, comment tu regardes? Parce que justement, tu parlais de croyants, comme toi, tu es croyant. Est-ce que quand les gens disent oui, ils le font, est-ce qu'un croyant, les vrais croyants,
peuvent être des barbares comme ça ou agir. C'est un prétexte ou c'est pas possible quand on est musulman sunnite d'avoir ce comportement? C'est pas possible. Déjà, les gens qui font ça, pour nous qui sont musulmans, ils nous considèrent même pas, on est des vrais musulmans. Parce que ceux qui sont en train de faire ça, on n'est pas d'accord avec eux. Voilà, pour eux, c'est le suivre dans leur bêtise. Voilà, moi, je suis né dans les croyances parce que mes deux parents sont des musulmans, je suis né dedans. Je connais ce qu'ils ont appris, la valeur qu'ils m'ont appris. C'est pas du tout ça. Déjà, croyant, pas croyant, c'est le respect avant tout, quoi. Voilà, respect pour moi, la croyance, c'est quelque chose qui est privé pour moi. C'est quelque chose qu'on devait garder pour nous. Que ce soit tes croyances, c'est à toi. Tu n'es pas obligé d'embêter d'autres personnes pour dire qu'ils ne te suivent pas. Non, non. Tu es croyant. C'est à toi de faire des efforts. C'est ce que tu devais faire. Mais respect, il faut respecter d'autres personnes de leurs croyances, que ce soit ils sont athées, pas croyants. Bon, c'est cet respect qu'on devait, nous tous, on doit favoriser ça. Alors, maître, c'est bien, parce que ça va faire l'enchaînement. Maintenant, j'ai vu que tu étais très engagé sur l'Afrique. Alors, le Mali et l'Afrique, c'est quoi ton objectif de t'engager? Qu'est-ce que tu veux faire pour les gens et tout? Bon, déjà, moi, là où je venais, je sais bien que ce qui nous a fait venir ici en Europe, c'est pas pour rien qu'on est venu. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui nous manque. C'est vrai qu'on a tout, mais on n'a pas de moyens de vivre. Il faut venir chercher quelque chose pour nourrir la famille en Afrique. Voilà, c'est cette cause qui nous a fait venir. C'est cette cause qui a fait venir nos parents. C'est la continuité, nous aussi, on a continué ça. Sans nous, il y a certaines personnes en Afrique qui ne peuvent pas vous trouver à manger. Chaque mois, on a des cotisations. Chaque mois, on cotise, on envoie les nourritures, s'il y a malade ou s'il y a que... Tous les problèmes, c'est nous, c'est les gens de l'extérieur. Voilà, c'est cette cause que je me suis engagé pour aider aussi les gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la famille aussi à l'extérieur, pour aider aussi d'avoir une vie un peu stable, quoi, meilleure, quoi. Alors ça te tient à cœur, donc tu t'es engagé avec l'association des Maliens de France, c'est ça? Oui, je suis engagé. Même moi, j'avais déjà créé une association qui est à base de humanitaire. Je récolte beaucoup de fournitures scolaires pour envoyer au pays les enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école ou les parents qui n'ont pas les moyens d'inscrire les enfants pour que tout le monde puisse aller à l'école. Voilà, j'ai fait ça avec... C'est quoi le nom de l'association pour que les gens nous entendent? L'association, c'est mon nom, l'association de Lassana Batili. Mais ce n'est pas juste ça. Il y a une autre association qui est l'association des Samadramane, la jeunesse des Samadramane. Je suis engagé sur ça aussi. Je suis même adhérent de cette association. Bon, on a cette association qui est les villages, on avait mis quelque chose en place pour faire des châteaux d'eau. Oui, pour faire l'eau potable, tout voilà, ça. comme on avait un problème d'eau potable. Comme en Afrique partout. Voilà, oui. comme partout. Bon, les puits, tout ça. Voilà, on avait ce projet depuis que l'histoire n'est pas arrivée, on avait ce projet. Mais quand on a vu les budgets, ça coûte la fortune. Bon, nous, les ressortissants des villages, on ne peut pas financer ça, ça nous coûte cher. Bon, après mon histoire, quand je suis parti au Mali, j'ai parlé avec l'ambassadeur de la France au Mali. Oui, quand j'ai parlé de ce projet, il me disait, vous voulez faire ça? J'ai dit, ouais, c'est ça qui, franchement, si j'arrive à faire ça, ça me tient vraiment au cœur. Et il m'a dit qu'il y a une association, l'AFD. Oui. Voilà, l'AFD. L'association française du développement. Voilà, qui dansait le boulot, normalement, oui, c'est ça. Voilà, il m'a mis connexion avec l'AFD, le correspondant. L'AFD. Bon, ils m'ont promis qu'ils vont me faire un château d'eau dans mon village. Bon, ils ont tenu leur parole. Ils ont fait le château d'eau. C'était l'année dernière même que j'ai inauguré le château d'eau dans mon village. Voilà, le château d'eau, il est arrivé, tout le monde s'en sert maintenant. Ces problèmes s'étaient réglés. Ils sont contents, les gens du village? Ah, ils sont super contents. Quand je suis arrivé là-bas, c'est comme des rois. Ah oui, t'es le oui. Mais c'est dans la région de Caille, toujours, le petit patelin. Comment il s'appelle? Parce qu'on peut les saluer quand même, dire le village. Ouais, tu peux les saluer. C'est le village de Samadramane.
c'est le nom de l'association. Oui. C'est ça qui est important de le dire. Voilà. Et donc, voilà, on les salue, hein, les villageois de Sandramané, quand même, on leur dit bravo pour le puits. Hein. Ah ouais, on salue tout le monde, on salue les gens du village, on salue les alentours, les villages qui sont à côté, on salue tous les Gadjaga, quoi. Tous les jeunes de la société. Ouais. Et donc là, si on veut, donc on peut te contacter pour t'aider, pour te donner des fournitures scolaires. Les gens qui veulent aider sont les bienvenus pour aider l'association, la Sana Batili ou ou toutes les autres associations. Parce qu'il y a, en France, j'ai connu ça du temps de paix à son âme, on peut saluer la mémoire de Diadé Soumaré, qui est un grand monsieur, que j'ai connu moi syndicalement, qui est une personnalité, qui a été le président du Haut Conseil des Maliens de France pendant très longtemps, avec d'autres, hein, que je ne vais pas tous saluer, parce que j'en oublierai, ils vont m'en vouloir, mais en tous les cas, ça a été le président, c'était une des figures des Maliens de France, qui a fait beaucoup aussi pour le Mali, pour la région de Caille et aussi... Il a fait beaucoup pour en général, tous les Soniqués. Diadé Soumaré, il est engagé, quand il voit un Soniqué, c'est comme ça, c'est comme ses frères. Moi, Diadé Soumaré, je l'ai connu il y a presque longtemps, même si avant sa mort, même, je crois quelques semaines, j'étais avec lui. C'est comme un père pour nous. C'est grâce à lui même que, comment ça s'appelle, les Soninké sont devenus connus mondialement parce que c'est grâce à lui, il a fait des livres, il a enseigné beaucoup de jeunes, de la diaspora. Il nous a montré la culture soninké, la valeur de soninké. Voilà, c'est... Oui, c'était un monsieur, il a eu des responsabilités en France syndicale, il a représenté le grand syndicat dans le Fonds d'action sociale à l'époque. Non, c'est une personnalité. C'est une bibliothèque pour nous. Et puis c'est quelqu'un qui avait fait des études Diadé. Oui, il a fait des études et il a continué aussi ses études ici en France. Mais oui, c'est quelqu'un qui est truc. Donc on salue la mémoire de Diadé. Diadé, je sais que tu nous entends où tu es, que tu te bats toujours pour le Mali, que tu te battras toujours pour le Mali, même de l'au-delà. Ah oui. Donc, on salue la mémoire de Diadé. Et donc, tu as envie de prendre ces pas un peu, les projets, donc de continuer l'œuvre qu'a fait Diadé et d'autres, hein, parce que dans l'association, il y en avait d'autres, hein, on ne va pas les citer. Mais... Ouais, moi, je suis engagé, quoi. Je suis engagé. J'ai beaucoup de sollicitations dans les quartiers. Parce que moi, je parle beaucoup sur les vivre ensemble. J'ai beaucoup d'invitations à l'école pour parler aussi avec les jeunes, pour parler de mon histoire. J'ai beaucoup de demandes, que ce soit les régions parisiennes, d'autres villes. Je suis parti à Lyon il n'y a pas longtemps, jusqu'à Lyon, à Montpellier plusieurs fois, à Lille, même en Europe. En Italie, je suis parti plusieurs fois, j'ai eu des invitations en Italie. Comment ça s'appelle, en Amérique, je suis parti presque 6 fois. Voilà, je suis engagé, même l'association ici, souvent on se croise même dans les associations. Oui, toujours, la salade, toujours plaisir de se croiser. Voilà, je suis engagé. Pour moi, il n'y a qu'une association qu'on puisse avancer. Sans l'association, il n'y a rien qui va. Ben alors, en tous les cas, merci d'être venu, Lassana, pour nous parler, parce que l'émission est finie, tu vois, ça va vite. Ah ouais. Et tu as raison, ensemble, on est plus fort, c'est ça, Lassana? Oui, ensemble, on est plus fort. Voilà, il faut qu'on se donne la main pour qu'on puisse aller très loin, parce que toute seule, tu ne peux pas. Même quand on est deux, on est fort. Voilà, je crois que c'est toute cette force qu'on devait continuer à lutter tous ensemble. Merci Lassana, beaucoup. Bonsoir et puis à très bientôt dans nos combats communs, j'espère. En tous les cas, nous, on se retrouve lundi prochain avec un nouvel invité. Merci pour votre fidélité. Pour celles et ceux qui n'ont pas dîné, bon appétit. Pour les autres, eh bien, bonne soirée entre amis ou en famille. Bonsoir.